Comment vaincre la dépendance affective? Bonjour à tous, Louise Verreit. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'une thématique un peu plus spécifique et un peu plus particulière, celle de la dépendance affective. Et je vous ai demandé des questions relatives à cette thématique sur mon Instagram et je vais tenter d'y répondre de la manière la plus simple possible. Premièrement, qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, donc on entend le mot dépendance, c'est une dépendance comme on peut en avoir pour l'alcool, pour la cigarette, pour les médicaments, pour les jeux, pour la sexualité. C'est une dépendance à l'autre. Donc une dépendance, ça inclut qu'une envie devient un besoin et que l'objet de notre dépendance doit être là pour maintenir un équilibre. Dans toute dépendance, on observe une accoutumance, donc c'est la nécessité d'augmenter progressivement les doses pour obtenir le même niveau de bien-être. Donc la dépendance affective, c'est une addiction à l'autre, où on va demander de plus en plus de marques de reconnaissance à l'autre, de sollicitation, de marques d'amour. Alors c'est généralement les dépendants affectifs, des gens qui vont être constamment en demande, qui ne parviennent pas à être seuls et lorsqu'ils sont seuls éprouvent des sentiments très négatifs. Donc c'est généralement des gens qui enchaînent les relations et qui, quand ils sont en relation et que la personne, leur partenaire n'est pas là, éprouvent une grande anxiété. Des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui ont développé des carences affectives et qui vont chercher en l'autre tout ce qui leur manque et qui vont combler ce manque intérieur par l'autre. On est tous des dépendants affectifs parce qu'on est des êtres sociaux qui avons besoin des autres et qui avons besoin d'être en relation pour fonctionner. C'est d'ailleurs un des besoins de la pyramide de Maslow. Mais ici, quand je parlerai de dépendance affective, c'est de la dépendance affective pathologique, donc ça veut dire qu'il y a un degré beaucoup plus élevé et qui inclut de la souffrance de la part de la personne qui est en dépendance affective. Deuxième question, est-ce que la dépendance affective est une maladie, un trouble psychologique? Alors oui et non. Non, la dépendance affective ne fait pas partie d'une classification reconnue par tous. Elle ne figure dans aucun manuel. Cependant, la personnalité dépendante qui figure dans le DSM-5, donc qui est un manuel de diagnostic beaucoup utilisé par les psychologues et les psychiatres. Donc dans ce manuel, on retrouve le trouble de la personnalité dépendante qui a un certain nombre de symptômes communs avec la dépendance affective. Si vous voulez en savoir plus sur ces symptômes, vous pouvez taper trouble de la personnalité dépendante DSM-5 sur internet et vous trouverez cet ensemble de symptômes. Une question, quelles sont les origines de la dépendance affective? Les origines de la dépendance affective, elles sont multiples, mais elles ont surtout lieu au début de l'enfance, même au stade périnatal. Nous, êtres humains, nous sommes des êtres qui sont dépendants. Donc quand nous naissons, nous avons absolument besoin que quelqu'un s'occupe de nous, sinon nous ne pouvons pas survivre. Et l'enfant, lorsqu'il naît, est donc complètement dépendant de sa maman. Ils sont en fusion complète. L'enfant a d'ailleurs l'impression que son corps n'est pas dissocié de celui de sa maman, jusqu'à un certain stade où l'enfant, par des marques d'amour inconditionnel et par la fixation d'un cadre sécurisant, va pouvoir s'éloigner de sa maman et prendre conscience qu'il est un être à part entière, qu'il est responsable et autonome et qu'il n'est plus dépendant de sa maman. Notamment beaucoup de facteurs éducationnels qui rentrent en considération dans la dépendance affective. De nos jours, et heureusement de moins en moins, beaucoup de pratiques d'éducation vont transmettre aux enfants de terres qui y sont. Donc un enfant doit obéir à ses parents, il doit ne pas fournir son avis, il ne doit pas montrer ses préférences, il ne doit pas montrer ses goûts. Et il doit être un prolongement de ses parents, il est un peu objetisé par ses parents. D'ailleurs, on remarque souvent que les parents disent « oui, mais c'est mon enfant, je fais ce que je veux ». Et tout ça va empêcher l'enfant de pouvoir exprimer complètement son individualité et va le pousser dans un amour conditionnel. Donc en fait, l'enfant intériorise le fait que pour être aimé, il doit agir d'une certaine manière. Généralement, cette manière d'agir, c'est en se taisant,
en refoulant ses envies, en refoulant ses désirs, en refoulant ses émotions. Et il va intégrer qu'il doit, pour être aimé, se soumettre aux désirs et aux attentes des autres. Donc il y a beaucoup de ces mécanismes-là qui rentrent en considération. Et il y a aussi tout l'aspect sociétal, culturel, où on va décrire des attentes liées à l'amour, notamment dans les films, dans les romans, où il y a une sorte d'amour-passion, fusion, où deux êtres doivent absolument ressentir la même chose au même moment. Si tu es triste, je suis triste. Et cette notion de 1 plus 1 est égal à 1, que donc quand on est en couple, on fusionne, c'est l'amour passionnel, et où on perd notre individualité et où on doit absolument se conformer aux attentes de l'autre et se conformer aux attentes du couple comme on nous l'enseigne, c'est-à-dire ne pas écouter ses besoins, satisfaire les besoins de l'autre avant les nôtres, etc. La quatrième question, c'est comment sort-on de la dépendance affective? Alors, pour vous donner une petite anecdote, j'ai rencontré durant mes études en psychologie un psychiatre auquel j'ai posé plusieurs questions. Et lorsque je lui ai demandé quel patient vous ne prenez pas en consultation, il m'a dit les dépendants affectifs, c'est beaucoup trop compliqué. Donc je ne vous démoralise pas du tout en disant ça, parce que je pense que ce psychiatre est un peu fataliste par rapport à ce trouble, parce que bien sûr que comme toute dépendance, ce trouble est gérable, est soignable, peut s'améliorer au cours de la vie. Cependant, c'est quelque chose qui est fortement ancré, comme je l'ai dit, chez nous, puisqu'il se développe majoritairement durant l'enfance. Et donc, c'est un travail quand même de longue haleine et de déconditionnement et de travail assez profond sur ses croyances et sur ses modes de fonctionnement. Premièrement, pour sortir de la dépendance affective, il faut prendre conscience qu'on est dépendant affectif. Alors je sais, ça peut paraître banal dit de cette manière-là, mais c'est déjà la plus grande marche à franchir parce que lorsqu'on est dépendant affectif, on va attribuer tout notre bonheur à l'autre, mais également tout notre malheur. Donc on va être constamment dans un locus externe, ça s'appelle, c'est qu'on va attribuer tous nos sentiments, toutes nos émotions, tout le cours de notre vie à une autre personne. En ne prenant pas en considération que c'est nous qui avons le pouvoir, que nous pouvons changer le cours des choses, que nous pouvons inverser cette répétition, on ne peut pas changer. Le changement part de l'acceptation des aspects même de notre personnalité que nous n'aimons pas. Donc pour changer, il faut accepter cette fragilité, il faut accepter de se reconnaître comme indépendant affectif pour ensuite pouvoir travailler là-dessus. Comme on dit, on ne peut pas soigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc c'est la première grande étape et qui est déjà très importante. La deuxième étape, c'est déconstruire le faux self. Alors qu'est-ce que c'est le faux self? C'est simplement cette identité dans laquelle on s'est réfugié depuis le début de notre vie pour justement correspondre aux attentes des autres. Donc en plus, quand je dis correspondre aux attentes des autres, c'est l'idée qu'on se fait des attentes des autres. On va mettre tout en place des choses pour justement obtenir de la reconnaissance sociale, pour éviter le jugement des autres et pour se sentir aimé. Ce faux self, on pense qu'il protège alors qu'il est plus une prison qu'autre chose. Pourquoi ? Parce que même lorsque la personne est valorisée pour ce faux self, elle a toujours l'impression d'être un escroc puisqu'elle ne se sent pas en cohérence avec l'image qu'elle rend d'elle-même. Et donc, même les reconnaissances positives face à ce faux self ne vont pas nourrir la personne puisqu'elle aura l'impression qu'on nourrit quelque chose de vide, qu'on nourrit son costume et non son être profond. Donc ça va être une valorisation de l'estime de soi qui va être très, très superficielle. Conscience que tout ce qu'on est capable de faire pour les autres, on est capable de le faire pour nous. Donc la confiance en soi, c'est davantage lié à nos savoir-faire. On va se rendre compte que nous, êtres humains, on a des spécificités, on n'est pas bon dans tout. On ne peut pas être bon dans tout, on ne peut pas donc non plus être aimé par tout le monde. Et en découvrant nos compétences spécifiques et particulières qui nous appartiennent, on arrive à développer de la confiance en soi. Autre astuce, casser les croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? C'est une croyance qu'on a à propos des autres ou de nous-mêmes qui nous enferme dans cette croyance. On dit généralement qu'on est ce que l'on croit qu'on est, et c'est réel.
Lorsqu'on va avoir une croyance, on va avoir tendance à vouloir confirmer cette croyance. Par exemple, une femme qui va penser que les hommes sont tous des don Juan et que leur objectif c'est juste d'avoir des rapports sexuels et qu'elle n'est pas digne d'être aimée et de toute façon ils ne savent pas aimer. Lorsqu'elle va sortir, elle va se fermer à la rencontre pour confirmer sa croyance que de toute façon personne ne la veut et de toute façon les mecs sont tous des cons. Un autre exemple, dans la dépendance affective, les personnes ont la croyance qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Ils vont donc aller chercher chez l'autre toutes les preuves qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés en posant des questions, à insister jusqu'à avoir la preuve qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. La relation a beaucoup de chances de finir en échec et donc ça va confirmer la croyance de la personne qui va revivre éternellement un cercle vicieux. C'est important de casser toutes ces croyances à propos de nous-mêmes et plutôt de les remplacer par des croyances positives, donc des croyances selon lesquelles vous êtes digne d'être aimé, vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes quelqu'un qui a énormément de valeur personnelle, vous êtes quelqu'un qui a énormément de valeur tout court. Partez à la découverte de vous-même, partez voir d'autres horizons, découvrir vos compétences, vos centres d'intérêt, sortez de la zone du couple pour enfin exister en tant qu'individu. C'est en sortant de sa zone de confort, en découvrant de quoi on est capable, qu'on arrive à développer une estime suffisante de soi-même. Un dernier conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et c'est toujours plus facile d'être accompagné. Ce n'est pas un signe de fragilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à la demande d'aide et heureusement ça commence peu à peu à changer. La demande d'aide n'est pas liée à une faiblesse, c'est justement une grande preuve de maturité et une grande volonté de vouloir aller de l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.